Comme tous les vendredis, et surtout si vous avez été un petit peu distrait cette semaine, TV Finance vous propose un petit récapitulatif de l'actualité et de la vitalité des marchés cette semaine. Et nous retrouvons Éric Galliègue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Valcant Expertise. Vous allez nous détailler tout ça. On va commencer avec le CAC 40, le S&P 500 et l'euro-dollar. On a une belle performance cette semaine. Donc les indices ont retrouvé les plus hauts qui datent d'avant la crise pour les actions européennes et les plus hauts historiques pour les actions américaines, donc qui ont progressé entre 1 et 2% suivant les mesures et les points de repère. Donc c'est bien sûr une semaine très positive sur les marchés d'actions ainsi que sur le dollar. Donc l'euro qui s'est déprécié de 0,4% contre un dollar qui est plus fort depuis une semaine en fait. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette situation-là ? Il y a beaucoup d'éléments d'explication. Je pense qu'il y a des éléments purement techniques, c'est-à-dire que le fait de dépasser le plus haut historique ou de dépasser des plus hauts qui dataient de 12 ans en Europe a déclenché un potentiel. L'analyse technique le montre et le démontre assez clairement. Ceci est lié notamment au fait que beaucoup d'investisseurs étaient, je dirais, très prudents et s'étaient couverts, notamment pendant l'été. Le fait que les risques ne se réalisent pas suscite donc une surréaction qui explique cette hausse. Alors on va passer aux différentes actualités de la semaine, à commencer par le rebond de l'indice ISM. C'est l'élément le plus factuel pour nous, même s'il s'agit d'une donnée molle, comme on dit, c'est-à-dire d'une donnée qui est liée à des sondages auprès donc des entrepreneurs américains. Mais le graphique montre très clairement qu'on serait dans une situation de rebond donc de cet indice et dont le niveau publié cette semaine a réjoui les investisseurs parce qu'on assiste donc à un rebond pas aussi important que la chute précédente, puisqu'on avait eu effectivement, on avait commenté négativement la baisse de cet indicateur avancé de l'économie américaine récemment, mais ce rebond semble assez, je dirais, comparable à celui qu'on a observé au cours de l'année 2015, où on s'inquiétait d'un risque récessif qui ne s'est pas produit. Et donc, serions-nous dans un remake, en quelque sorte, de la situation d'il y a 3 ans? C'est pas impossible. En tout cas, le marché y croit. Et c'est objectivement une bonne nouvelle que de voir cet indicateur avancé, qui est un des plus suivis et des plus efficaces pour l'économie américaine, se redresser. C'est donc la première nouvelle et la bonne nouvelle de cette semaine en termes économiques. Et la deuxième, c'est que les taux obligataires remontent. Les taux obligataires remontent. Alors, il y a différentes interprétations possibles. On considère que c'est une nouvelle qui découle, je dirais, de la sphère financière. Mais c'est aussi le constat que l'économie rebondit. Les taux d'intérêt remontent avec l'économie. C'est cohérent avec l'information précédente. Il y a d'ailleurs, sur longue période, une forte corrélation entre l'indice ISM et le niveau des taux d'intérêt. Mais on a observé aussi cette semaine donc une hausse significative des taux souverains. Donc, qui ont retrouvé un signe positif pour les obligations françaises pendant quelques heures au cours de cette semaine. Donc on retrouve un niveau un peu moins stupide que le niveau négatif qu'on a pratiqué depuis juillet dernier. C'est plutôt une bonne nouvelle qui confirme, je dirais, le rebond économique général, mais en termes financiers purs, c'est une mauvaise nouvelle puisque les obligataires viennent de perdre 4% de leurs actifs, puisque depuis le 15 août à peu près, les taux ont remonté de 40 points de base. Donc 40 points de base, ça fait à peu près 4% de moins sur les portefeuilles. Alors le bilan reste très positif sur l'année, mais globalement, dans le cadre de ce suivi hebdomadaire de l'actualité, on considère que c'est plutôt une mauvaise nouvelle puisque les investisseurs perdent de l'argent. Ouais. La reprise du yuan également, c'est dans l'actualité. C'est la troisième nouvelle, troisième point d'actualité qui nous semble digne d'intérêt cette semaine. Il est tout à fait en ligne avec les deux premiers finalement. Ça vient bien nous montrer l'état d'esprit des marchés qui considèrent que l'on va vers une reprise économique et non pas vers la récession. Le yuan qui s'apprécie depuis le 15 août environ, donc on se retrouve toujours avec ce point de départ qui était le point bas, le petit stress qu'on a eu dans la première quinzaine d'août. On rebondit d'une façon permanente depuis ce point bas sur les actions, sur les taux souverains, sur le yuan. C'est à la fois un indicateur de relative bonne santé ou de moins mauvaise santé de l'économie de l'empire du milieu. C'est aussi un signe d'amélioration des relations sino-américaines sur le front donc commercial, avec la possibilité d'une signature de ce fameux accord de niveau 1, comme l'a
dénommé Monsieur Trump et annoncé il y a quelques semaines. Tout ceci va dans le bon sens, puisque effectivement les États-Unis considèrent que la Chine manipule son taux de change et a tendance à le guider en fonction donc de ses intentions néfastes, telles que le présentent les États-Unis. Or, il se trouve que le yuan remonte, donc c'est plutôt un signe de bonne volonté de la Chine. Alors, ce que nos téléspectateurs ont peut-être un peu de mal à saisir, c'est en quoi cette nouvelle peut affecter le quotidien de la finance française. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir là-dessus? Parce que si vous nous en parlez, c'est que ça a un intérêt pour nous. C'est un intérêt, donc en ce qui concerne le yuan, c'est simplement l'idée que la croissance économique chinoise ne va pas s'arrêter, n'est pas en train de s'effondrer. Parce que c'est et pourtant, il y a quelque temps, on disait qu'il y avait un gros ralentissement. Il y a un ralentissement chinois, il y a un ralentissement qui est vraiment structurel. C'est-à-dire que depuis 3 à 4 ans, chaque année, la Chine perd un petit peu de son niveau de croissance. Elle partait très haut, déjà de base. Elle partait de 10%, on est aujourd'hui revenu à 6%. On imagine qu'on va perdre à nouveau 1,5% par an. C'est 1,5% par an. C'est très régulier, comme si c'était la volonté du parti communiste chinois. C'est un petit peu d'ailleurs une réalité. On sait que les chiffres sont un petit peu, je dirais, à la main de ceux qui les produisent, mais il y a objectivement un phénomène de ralentissement économique chinois. Cette économie arrive à maturité, elle va croître plutôt autour de 5% plutôt que 10%, c'est quand même relativement logique. Ça a des impacts pour nous. On craignait une chute, il y a toujours le syndrome de l'événement catastrophique sur les marchés financiers comme sur les économies. Et le fait que les investisseurs sont très méfiants ou ne supportent pas cette perspective. Donc effectivement, le fait de ne pas avoir une récession chinoise et une récession dans le monde tout court, c'est bien ce qui se passe depuis quelques jours ou quelques semaines avec la hausse du yuan, donc, qui permet de valider cette idée-là, la reprise du prix des matières premières industrielles, la reprise du cours des actions, la hausse des taux obligataires. Tout ceci est cohérent. Ouais. Au niveau des entreprises maintenant, l'actualité de la semaine, c'est Uber qui déçoit ses investisseurs. Alors Uber, c'est dans l'actualité des entreprises, un phénomène assez fort qui a marqué toute l'année 2019. Uber a été introduit en bourse au mois d'avril. C'est quand même une grande entreprise aujourd'hui qui est bien connue, qui est emblématique, je dirais, de la force des entreprises américaines qui sont liées à l'Internet et des nouveaux services associés à l'exploitation des réseaux, on va dire, et de l'Internet. Donc Uber, c'est une société qui a été introduite à $40 et qui en vaut 28 aujourd'hui. Ouais, on voit que depuis juillet 2019, ça voilà, cette entreprise a publié ses bénéfices trimestriels qui sont des pertes, ses résultats qui sont des pertes, avec l'idée, avec l'anticipation d'une perte de $3,50 par action pour 2019, qui est passée maintenant à plus de $6, voire $6,50 par action. Donc une perte qui a doublé depuis l'introduction en bourse, un cours qui s'effondre, c'est quand même plutôt inquiétant. Donc c'est l'élément négatif, un des éléments négatifs de la semaine, on va dire, qui correspond à un segment bien particulier des actions américaines, des actions plutôt technologiques, qui font toujours autant de pertes et dont les cours ont quand même pas mal baissé. Il y a d'autres exemples. Lyft, qui a eu des publications un peu moins négatives, est aussi en forte baisse. WeWork, qui est emblématique des sociétés qui valaient 48 milliards de dollars il y a 18 mois et qui n'a pas réussi à être introduite à 10 milliards, et qui était au bord de la faillite. Donc ça montre qu'il y a quand même un segment de bulle, il y a une bulle américaine, me semble-t-il, sur ces entreprises qui disruptent, comme on dit en mauvais français, beaucoup d'anciennes entreprises qui sont rentables et qui sont pourvoyeuses d'emplois. Et donc effectivement, c'est pour nous une nouvelle négative et cela pourrait finir par affecter la psychologie des investisseurs. Votre recommandation d'investissement maintenant? Alors, cette semaine était neutre sur l'actualité. Les points positifs ont compensé les points négatifs. Notre recommandation est en cours de revue. Nous sommes toujours, et en cohérence avec nos recommandations antérieures, prudents sur les marchés. Nous sommes en train de regarder les perspectives 2020 avec un regard différent, avec le sentiment que les deux grands scénarios qu'on avait imaginés pour 2019, le scénario tout ou rien. Tout, c'est le monde de l'hyperliquidité, rien, c'est la récession inéluctable et probablement excessive. Et il y a très
possiblement le fait que nous sommes entrés dans un monde d'hyperliquidité, par lequel les banques centrales sont omniprésentes, bienveillantes, avec des actions préventives, par lequel la récession finalement est peu probable. C'est ce qu'on espère, ce qu'on imagine, mais en tout cas, dans l'attente de cette revue générale du scénario 2020, nous sommes toujours prudents malgré la hausse des marchés. Merci beaucoup Éric Galiec d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcante Expertise.